Alors, je vais profiter pour faire une transition très habile. Il y avait un individu qui allait très souvent à Sarajevo. Il l'avait surnommé UJS. C'était BHL, il l'avait surnommé un jour à... Non, UHS, une heure à Sarajevo. C'était les copains casque bleu qui l'avaient appelé comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui un mécanisme de décision, si vous voulez, dans lequel se sont mêlés des différents acteurs, parce qu'il n'y a plus cette matrice soviétique. C'est-à-dire, on ne dit pas, ça c'est une guerre grave parce que les soviétiques vont l'instrumentaliser. Aujourd'hui, c'est open bar. C'est-à-dire, vous avez 400 crises à la surface de la planète, donc vous avez un rôle joué par ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire de gens qui reviennent à Paris et qui disent, j'étais à tel endroit, il y a un crime de guerre qui est en train de se passer, ou alors mieux un génocide. BHL, il en a recensé 5 des génocides. Et donc, on interpelle le politique en disant, vous ne pouvez pas, on ne peut pas ne pas, la double négation étant la condition de la... Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai développé ce sujet, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre. Alors, je l'ai appelé les bellicistes de plateau télé, parce que vous avez remarqué la différence entre BHL et Malraux, c'est que lui, il ne va pas faire la guerre. Hein. Malraux, il y était allé, Régis Debray y est allé, mais bon, je dirais que Alexandre Adler, il est trop gros. Lui. De toute façon, il ne trouverait pas d'uniforme à sa taille. Allons-y. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la guerre, c'est un système d'inversion de valeur. C'est-à-dire, vous savez qu'en temps normal, vous n'avez pas le droit de tuer. Par contre, à la guerre, vous êtes obligé de tuer. Si vous refusez de tuer, c'est que vous êtes tué par vos compatriotes. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième remarque, c'est que dans une démocratie, une guerre, pour être faite, elle doit être démocratique. C'est-à-dire que ça ne suffit pas que le chef se lève un matin parce qu'il a ses ragnagnas qui décide la guerre. Il faut qu'il y ait adhésion de l'opinion. Bon. Et c'est le rôle de ce complexe militaro-intellectuel, parce qu'encore une fois, dans Tintin et l'oreille cassée, on sait bien que Balzorov, je ne sais plus comment il s'appelle, il se balade avec sa petite valise pour vendre des armes à droite et à gauche, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Depuis 1953, on avait décidé avec Eisenhower que le complexe militaro-industriel était le fauteur de guerre. En fait, on s'aperçoit que c'est pas, enfin moi je l'ai vécu, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le grand basculement qui se fait en 91-92? La première chose, c'est l'écroulement de l'URSS. L'écroulement de l'URSS, ils l'ont appelé la catastrophica parce qu'en fait, effectivement, tout le système s'écroule. La fédération éclate en 15 États différents, l'économie s'écroule, ils se ressortent de la défaite d'Afghanistan, enfin, il y a tout. Bon. La deuxième chose, c'est que la première guerre post-guerre froide, c'est la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, vous vous souvenez, les Russes s'abstiennent, donc on fait cette opération pour aller libérer une grande démocratie qui s'appelle le Koweït, qui a été envahie par une autre grande démocratie qui s'appelait l'Irak. Bon. Et cette guerre, elle a deux caractéristiques. La première, c'est que vous vous en souvenez, ça a été une guerre vécue en live. C'est-à-dire que la CIS était là-bas tout le temps. Toute la journée, on avait des reportages sur place, etc. Deuxième chose, c'est une guerre, alors que toutes les chaînes de la planète sont venues, elle ne va durer que 120 heures. C'est-à-dire que ça va coûter la peau des fesses à toutes ces télévisions, puisqu'ils avaient amené l'État dans etc. Mais en même temps, si vous voulez, on va en sortir avec l'idée que finalement, la supériorité des armées occidentales est telle qu'on va s'institutionnaliser gendarme de la planète. Donc, il y a cette espèce de moment d'euphorie occidentale qui va durer de grosso modo de 92 jusqu'à 2001. 2001 est une nouvelle chose. Alors, le complexe militaro-intellectuel, pourquoi? Parce que c'est composé de différentes strates, si vous voulez. C'est comme une espèce de tranche napolitaine. Alors, ceux qu'on a le plus connus, si vous voulez, c'est évidemment les intellectuels médiatiques. Et eux, c'est par leur capacité d'accès aux médias qu'ils vont faire la connexion entre une crise particulière et le politique. Et donc, choisir la crise. Donc, personne ne va s'occuper du Yémen aujourd'hui, vous vous en rendez compte, on ne va pas s'emmerder avec ces gens-là. Par contre, si vous avez une bonne guerre au Soudan, alors là, oui, ça marche, le Soudan, ça marche. Deuxième chose, c'est interpeller le pouvoir politique, on ne peut pas ne pas. Hein. Rappelez-vous que BHL se voit confier une mission avec un rapport sur l'Afghanistan, pays qu'il était censé bien connaître. J'ai un copain qui s'appelle Gilles Doronsoro, il a écrit un article sur le rapport de BHL, il a appelé ça Tintin au Congo. Et puis, il conseille la militarisation, mais sans y aller eux-mêmes. Ça, c'est très important. Donc, le pouvoir de ces gens-là est extrêmement intéressant parce que, par exemple, Adler, moi, je l'ai découvert quand on a créé en 1992 la délégation aux affaires stratégiques. On l'a trouvé dans les meubles. Il avait été recruté par les équipes précédentes.
On fait une réunion, je ne sais plus sur quel sujet, je crois que c'était sur la Turquie. Enfin, bref. Et donc Adler, vous savez, c'est un conteur. C'est un type, quand il prend la parole, c'est comme les mecs qui dribblent au milieu du terrain. Je veux dire, on est sûr de jamais leur reprendre la balle. Il parlait, et il citait des instructions du KGB en donnant les références à l'instruction du 12 novembre 1938 qui a été reprise le 15 septembre 1975, etc. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis, c'est intéressant ce qu'il raconte. Vous les avez, ces instructions? Il me dit non, il invente. Venant du type de la DGSE, d'un seul coup, pour moi, c'est écroulé. C'est-à-dire, vous aviez un type qui était un baratineur. Alors, il a fait des trucs très forts, Voltaire. Il a fait, par exemple, un article dans Libération, je crois, pour expliquer que Khashoggi, selon ses sources d'information dans les milieux de renseignement, parce qu'il a un truc imparable, c'est qu'il cite les services de renseignement. Et vous êtes sûr que dans une réunion, vous n'avez jamais un mec qui se lève et dit « Excusez-moi, je suis le porte-parole des services de renseignement pakistanais, vous racontez des conneries. » Donc, il est sûr de n'être jamais contredit et en même temps, ça donne de la consistance à ce qu'il raconte. Donc, il raconte que, selon ses sources dans les renseignements, non, Khashoggi n'a pas été tué par les Saoudiens, mais par Erdogan. Ciel, voilà un scoop. Manque de bol, 2 jours plus tard, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'est lui. Mais le type ne disparaît pas, c'est un insubmersible. Vous le retrouvez sur France Culture, vous le retrouvez, le grand spécialiste de, etc. Donc, ça, c'est important. Et BHL, pareil, je vous en citerai des exemples, on en a plein comme ça. Il a 2 fois résolu la crise afghane dans ses chroniques du Point. Quand même, franchement. Alors, l'imposture, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est d'aller sur place. Quand je vous dis que les copains militaires l'appelaient UJS, un jour à UHS, 1 heure à Sarajevo, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, la photo qui est là, c'est la photo passée dans la presse. Celle qui est à côté, c'est le cadrage véritable. C'est-à-dire, derrière, il y a une bonne femme avec son panier en train de faire ses courses. Mais lui, il est soigneusement dissimulé derrière un mur à cause des snipers. Et grand geste de courage de BHL qui est allé à Odessa, vous avez vu, ça, il l'a déclaré sur toutes les chaînes, il a écrit sur un mur liberté, égalité, fraternité. Je suis sûr que Poutine a frémi à l'idée qu'un homme avait osé écrire liberté, égalité, fraternité en français à Odessa. Donc, si vous voulez, on est sur ce genre d'imposture, c'est quand même assez effrayant. Alors, cela dit, ils ne sont pas les seuls. La presse joue un rôle très important. Alors, j'ai pris un exemple qui est très caricatural parce que c'est le groupe Fox News. Le groupe Fox News, c'est Murdoch. Le groupe Fox News est très imprégné des thèses des néoconservateurs américains. Et donc, quand Chirac refuse d'aller en Irak, geste extraordinairement gaulien et juste, il disait cette guerre est une bêtise. Regardez le titre que fait le Sun sur Chirac. Vous imaginez qu'on fasse un titre comme ça sur Poutine? Jamais la presse française n'oserait faire dire ça. Et en plus, ils l'ont fait en français. Chirac est un ver de terre. Alors, à droite, je vous ai mis une carte qui était donnée par Fox News où vous remarquerez que l'Égypte est à la place de l'Irak. Alors, vous dites, après tout, de toute façon, on s'en fout, tout ça, c'est des bougnols, il faut leur faire la guerre. Bon. Mais je veux dire, c'est dans des revues qui sont diffusées à des millions d'exemplaires. Donc, vous avez effectivement des groupes de presse qui ont largement contribué à la victoire et au soutien des néoconservateurs. Alors, vous avez aussi le rôle des humanitaires, parce que les humanitaires, si vous voulez, donc les ONG d'intervention depuis le Biafra, si vous voulez, sont devenus une véritable force morale et politique que les politiques ont beaucoup voulu récupérer. Parce qu'il y avait un capital sympathie, si vous voulez, chez ces humanitaires qui, encore une fois, intervenaient dans des crises sans être belligérants. Bon. Et en fait, le basculement va se faire au moment de la Somalie. Alors, la Somalie, vous vous souvenez, 93, 94, quelque chose comme ça, on annonce que les chefs de bande somaliens pillent les convois humanitaires. Ah, alors ça, c'est de quoi scandaleux, parce que finalement, c'est une aide internationale, la population crève de faim, etc. J'en parle avec Ronnie Broman, il me dit, écoute, moi j'ai appelé mes équipes de Médecins sans frontières à Mogadiscio, ils me disent, les types qui pillent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils alimentent leur clan, c'est parce qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. Donc, si on augmente le débit, si on augmente la quantité, on peut réduire la violence. Broman va à Bruxelles, à New York, pour plaider une augmentation de l'aide, et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, médecin, lui-même ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention militaire armée en Somalie. Vous voyez le basculement qui se fait à ce moment-là. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Les Américains y vont aussi. Et puis, ils décident qu'ils ont la clé du problème. Ils décident que c'est le général Aïdid qui tient Mogadiscio, donc c'est lui qui pille les convois. On va se payer Aïdid. Ils se sont tellement bien payés qu'ils ont perdu 21 types. Et puis d'un coup, ils ont dit non, mais c'est fini, tout ça, c'est les Africains là qui se démerdent, nous, on ne revient plus. Et ils sont partis et ils ont refusé d'aller au Rwanda.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, accuser la France, c'est bien, mais quand on oublie les autres, si vous voulez, il ne faut pas. Donc, là, vous avez quelque chose qui est un basculement de l'humanitaire, c'est-à-dire la militarisation de l'humanitaire fragilise la situation des humanitaires. Aujourd'hui, il y a des humanitaires qui sont enlevés parce que des belligérants sur certains crises considèrent qu'ils ne sont pas neutres. Ils ne sont plus neutres comme ils l'étaient auparavant. Alors, les diasporas, c'est formidable aussi parce que vous avez donc des gens qui ont quitté leur pays, soit à la suite d'un massacre, à la suite d'une guerre civile, etc., et qui vont constituer une force politique dans le pays d'accueil. Bon. Donc, si vous voulez, là, je vous ai mis évidemment en haut à droite l'IPAC, c'est-à-dire l'organisation du lobby juif aux États-Unis, qui, sur son site, précise qu'il contrôle à peu près 200 parlementaires. Quand il dit contrôle, ça veut dire qu'il les a contribués à les faire élire. Bon. Mais ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des collectifs contre l'islamophobie en France. Collectifs contre l'islamophobie en France, je les ai appelés quand je faisais en 2014 un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Donc je tombe sur la fille qui était porte-parole, qui est une convertie, et je lui dis voilà, je voudrais vous rencontrer parce que je travaille sur la radicalisation, j'aimerais connaître votre point de vue. Elle me dit à nous, ça ne nous concerne pas, nous seuls nous intéressent les actes islamophobes. Je dis, attendez, quand vous avez une affaire comme Mera ou Nemouche, bien évidemment, vous avez une opinion sur le sujet. Ah non, 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 nous seuls nous intéressent les actes islamophobes. Je dis, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Là, il y a un grand silence tout à coup. Et puis je dis, mais le jour où vous avez un juif intégriste et un musulman radical qui se tape sur la gueule, comment fait-on? C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? Ah là, elle a raccroché, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai regardé leur communiqué, c'est odieux. Ils n'ont jamais, jamais, jamais condamné un attentat. Jamais. Ils ont toujours terminé, même quand il y a eu l'égorgement du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, ils ont fait un communiqué que j'ai gardé, disant « Nous sommes contre toutes les violences, mais attention à la montée des actes islamophobes. » Vous vous rendez compte de cette ignominie? Bon. Et donc, leur rôle, c'est d'occuper les médias. C'est pas d'être élu, c'est de dire « Ah, on dit musulman, donc c'est à nous. On dit, je sais pas quoi, arménien, donc c'est à nous, etc. » Donc, ces lobbies, si vous voulez, jouent sur la politique extérieure de leur pays d'accueil, avec des points de vue qui sont parfois tout à fait discutables. Je vous cite un exemple, la guerre du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, vous vous souvenez, c'est en Azerbaïdjan, c'est un morceau que Staline, pardon, lapsus significatif, que Staline avait accordé à l'Arménie, mais quand il y a le génocide de 1915, l'Azerbaïdjan est russe. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan n'a eu qu'une responsabilité dans le génocide. Au contraire, il combattait l'Empire ottoman. Mais quand on voit l'attaque en 92 de Haut-Karabakh en expliquant que le génocide, etc., c'est-à-dire se revendiquer d'un massacre qui n'a pas été commis par les uns pour ensuite revendiquer des morceaux de territoire, c'est le scénario du lobby juif américain sur les Palestiniens, c'est le lobby arménien sur l'Azerbaïdjan. Donc vous voyez, ces lobbies contribuent à pervertir l'analyse parce qu'ils pèsent de leur poids démographique, parce qu'ils pèsent des analyses, à partir d'analyses qui sont des analyses biaisées. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Attendez, il n'y avait pas un truc rigolo. Ça, bon, ça, je vous l'ai dit. Alors oui, le cinéma. Je me suis beaucoup amusé avec le cinéma parce que ma fille ayant travaillé pendant 4 ans aux États-Unis, j'allais souvent la voir, puis comme elle travaillait, je m'emmerdais, donc je regardais beaucoup la télé. Et comme je regardais beaucoup la télé, je me suis rendu compte de quelque chose qui va vous choquer, mais c'est que la télévision américaine est une merde sans nom. Et c'est-à-dire que la médiocrité des programmes est absolument insigne. Simplement, nous, Européens, on ne reçoit que le meilleur. Et donc, comme on ne reçoit que le meilleur, on se dit, ben, évidemment, ces gens-là, ils ont une chance extraordinaire. Et donc, je me suis amusé à travailler sur les films, sur les mauvais films. Il y a eu 1200 westerns. Vous n'avez pas tous vu, moi non plus. Mais si on me cite OK Coral, comme cite machin, des films connus, je me dis, oui, mais c'est pas ça que les Américains ont vu. Les films, Hollywood a tué plus d'Indiens que les guerres indiennes. Et oui, évidemment. Et donc, Hollywood a été une machine, si vous voulez, à faire de l'ennemi, si vous voulez. Et encore une fois, il y avait une phrase de Stanley Hoffman qui dit l'identité américaine est une virginité perpétuellement renouvelée. C'est extraordinaire cette phrase venant d'un Américain. Alors, je vous ai mis ici quelque chose de très significatif. Bon, d'abord, c'est la création du super-héros hollywoodien. Stallone, dans Rambo 2, il tue 67 personnes. Je les ai comptées. Vous voyez, si on avait des combattants comme ça, on aurait vite fait régler les problèmes. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que le premier Rambo, rappelez-vous, c'est l'ancien combattant qui revient, qui est maltraité, et comme il a fini par l'énerver, il rase le village, vous vous souvenez. Là, le deuxième, il repart au Vietnam pour aller libérer des soldats que les Vietnamiens, ces salauds de Vietnamiens, n'ont jamais libérés. Et donc, c'est là qu'il va tuer 76 personnes.
Ensuite, le American Sniper, grand succès. American Sniper, c'est vachement bien, c'est un héros, le mec, il tue à 1,5 km, ça veut dire qu'il est, il est en haut de la place de l'Étoile et il tue quelqu'un qui est en bas sur la place de l'Obélisque. C'est pas un type qui enfonce une baïonnette dans le ventre d'un individu. Donc on ne peut pas faire un héros avec un type comme ça. Et pourtant, Clint Eastwood réussit à faire un film avec ce type. Alors bon, il a été victime d'une injustice, je crois qu'il a tué 580 personnes et on lui en a reconnu que 350, quelque chose dans ce genre-là, mais tout, il a eu Silver Star, etc., etc. Donc, sur le plan de la représentation de la guerre, c'est quelque chose d'assez ignominieux quand même. Bon. Je vous signale que les Irakiens avaient aussi un sniper, mais eux, ils ne pouvaient faire que des bandes dessinées. Hein. Donc, ça, c'est ce que je vous ai mis au milieu. C'est évidemment pas du tout comparable. Mais je termine sur American Sniper. La dernière scène d'American Sniper, c'est le type est mort, il passe, il est dans une truc, il a le drapeau américain, les gens sont sur le bord, ils applaudissent, etc. Mais il n'explique pas comment il est mort. Et il est mort d'une manière très simple, c'est que bon, d'abord, le type revient 4 fois en Irak, hein, c'est-à-dire qu'il devait s'emmerder dans son couple, je pense. Hein. Quand finalement il revient en Irak, il revient d'Irak, il va s'occuper d'anciens combattants qui, eux, ont subi le choc post-traumatique de la guerre, et il va s'occuper d'un d'entre eux à qui il va l'emmener dans un centre de tir. L'ancien combattant qui était traumatisé, il devait en avoir marre de l'entendre raconter sa guerre à lui, et c'est lui qui l'a tué. C'est-à-dire que l'American Sniper, il a été tué par un ancien combattant américain qui en avait marre de lui. Pourquoi Clint Eastwood a supprimé cette partie? Il y a une question là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même assez incroyable de construire une espèce de... Pardon. Oui, vos questions m'intéressent beaucoup parce que doit-on penser de la famille Biden, en particulier le fils, qui est dans une société ukrainienne, c'est ce qui nous semblait, et dont le père, quand il n'était pas encore président, était venu en Ukraine pour, d'après ce que j'ai lu, demander la révocation du procureur qui se lançait dans une, comment dirais-je, ouais, une enquête, une investigation en Ukraine, ouais. Voilà. Et d'où savez-vous sur ce que font les USA par rapport à ça et quelle est la modification au niveau international stratégique de ça? Je n'ai pas de connaissances précises de la chose, j'ai comme vous, si vous voulez, les mêmes informations. Il y a effectivement eu une intervention américaine pour essayer de sauver le fils Biden, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, hein, je suis comme vous. Bon, cela dit, s'il s'agissait de nettoyer les écuries d'OGS et supprimer tous les hommes politiques qui ont mis les doigts dans la confiture, il ne resterait plus grand monde pour faire de la politique. Hein. Mais encore une fois, je ne sais pas si pour autant on peut justifier que les Américains ont soutenu, si vous voulez, l'Ukraine pour ces régions-là, ces raisons-là. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que l'histoire, c'est vrai, je l'ai entendu comme vous, je n'ai pas grand-chose, j'ai pas plus d'informations que vous, mais c'est vrai que, vous savez, si vous devez, petit conseil, hein, si vous devez toucher des commissions, arrangez-vous pour qu'il y ait une frontière toujours dans le passage. Si vous pouvez avoir un compte en Suisse, c'est mieux que si vous l'avez en France. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, dans l'Union européenne, à l'époque où les Anglais y étaient, il y avait 52 paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Bon, depuis que les Anglais sont partis, il y en a une grosse partie qui est partie avec, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire encore que, une fois, j'ai écrit un article pour expliquer pourquoi il va aller envahir le Liechtenstein. Vous voyez pourquoi? Parce que le Liechtenstein est un paradis fiscal en plein milieu de l'Europe. Et on vous parle beaucoup de la Suisse, on vous parle beaucoup de Monaco, etc. Mais eux, ils ferment leur gueule, ils ne bougent pas, etc. Et un jour, dans une conférence, il y a un type qui vient me voir après que j'ai écrit cet article, il dit « Monsieur, je suis citoyen du Liechtenstein. » Je dis « Vous travaillez dans une banque ?» Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? C'est extraordinaire quand même. Bon, voilà, donc, bien sûr que vous avez raison, on n'est pas sorti de cette phase où les hommes politiques ont tous des casseroles. Ça ressemble à l'époque de l'Algérie française, quand il y avait les nuits des casseroles, vous savez, les gens tapaient à la fenêtre comme ça. Bon. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé les moyens parce qu'on ne s'attaque pas aux paradis fiscaux. Mais ça répond qu'à partir de votre question, hein, je suis désolé. Oui. J'aimerais qu'on revienne à la guerre Ukraine-Russie. Après la chute de l'URSS et puis la misère qui s'est installée en Union soviétique sous l'ère Helsinki, la Russie restait quand même une puissance nucléaire importante. J'arrive pas à comprendre que pendant toutes ces années, il n'y ait jamais personne dans aucun pays occidental
on prévoit, on lancer l'alerte de ce qui pourrait éventuellement arriver un jour, que personne n'est jamais prédit. Il y a bien des gens qui ont dû quand même s'occuper de ce problème. Il y a des conjoncturistes, il y a des gens qui sont payés pour ça. Comment on est arrivé à ce genre de situation sans que personne ne se mette là? Non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, quand l'URSS explose, il y a 4 États nucléaires en fait, dans l'ancienne URSS. L'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et donc, on va négocier, indépendamment de la Russie elle-même. Et donc, on va négocier, je ne me souviens plus le nom de l'accord, mais si vous voulez, on va négocier pour que les armes nucléaires soient toutes rapatriées en Russie. Et donc, l'Ukraine va se dépriver de ses armes, la Biélorussie aussi, le Kazakhstan aussi. Donc, il y a eu une tentative pour réguler ce qui était en fait une multiplication des armes nucléaires dans l'ancienne URSS. Maintenant, penser qu'effectivement l'URSS resterait une puissance nucléaire, ça personne n'en doutait. Simplement, heureusement pour nous, on s'est contenté, enfin il y a eu dans le débat sur l'Ukraine, il y a eu simplement une espèce d'hypothèse nucléaire, mais ça s'est consisté par une phrase de Poutine disant « je mets en alerte mes forces stratégiques ». Bon. Donc, pourquoi il dit cette phrase? Parce que si vous voulez, dans le nucléaire, il y a plusieurs postures. C'est-à-dire une posture de tranquillité, puis il y a une posture de veille, puis il y a une posture d'alerte. Nous, en France, on considère que la posture d'alerte est permanente. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est trop petit et trop près, si vous voulez, d'une menace majeure, et donc que les forces nucléaires françaises sont toujours en état d'alerte. Donc, c'est ce que Macron a fait rappeler, si vous voulez, à ce moment-là. Oui, c'est bien. Mais quand vous avez ce genre de menace, la seule réplique que moi je pensais possible, c'est de dire, on a toujours dit que s'il y avait une agression contre un pays de l'OTAN, il y aurait une réplique. Mais s'il n'y en a pas, il n'y aura pas de réplique. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abondé les forces des pays frontaliers, la Roumanie, la Pologne, etc., avec des arrivées de soldats américains, des soldats français, des soldats anglais, etc. C'est-à-dire qu'on a montré à Poutine que de toute façon, la ligne rouge était en plus appuyée sur un renforcement des forces de défense. Deuxième chose, je pense que ça a dû être fait en France et ça a dû être fait en Grande-Bretagne aussi, on fait de la gesticulation. Qu'est-ce que c'est la gesticulation? C'est le message que l'autre va comprendre sans qu'on soit obligé de lui expliquer. C'est-à-dire, si vous faites sortir un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, en général, au satellite, on voit qu'il sort de la rade de Brest, ensuite il passe sous l'eau et il disparaît, plus personne ne sait où il est. Mais c'est de la gesticulation, c'est-à-dire que l'autre sait très bien que vous avez mis vos forces nucléaires en alerte. Donc, tout ça, c'est pas besoin de faire du discours. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre comprenne le message, et si vous voulez pas monter en grade en disant, mais nous aussi, on a eh bien, vous faites ce genre de gesticulation. Donc, moi, je pense que c'est ce qui a été fait. Et le dernier morceau qui manquait, si vous voulez, pour sortir de la crise ukrainienne, c'était à ce moment-là de prendre une grande initiative diplomatique en disant, oui, c'est vrai, l'extension de l'OTAN, ça avait peut-être de quoi inquiéter, mais enfin, ça correspondait à une demande des anciens pays satellites. Donc, maintenant, il faut construire une architecture de sécurité en Europe, incluant la Russie. Voilà. Et un truc où on prenne en compte le fait que ce pays puisse considérer, si vous voulez, qu'il a comme d'autres, si vous voulez, des principes de sécurité qu'il faut respecter. Moi, je voudrais vous dire mon désarroi. J'ai un papa qui a été déporté pendant la guerre. Il a fait peut-être là, maintenant, vous savez, ce sont les Russes qui l'ont libéré. Il ne nous a jamais enseigné la règle de l'Allemagne. Voilà, donc c'était très bien. Et je suis désespérée aujourd'hui. Parce que il me semblait que l'Europe, enfin, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui voulait dire quelque chose par rapport à tout ce passé-là, et à le passé de mon grand-père qui était mort aussi avec la vocation. Et voilà, et là, j'ai un petit-fils, et je me dis, en tant que citoyen, on est dépassé. Il arrive un truc là, on se dit, bon, est-ce que nos élus vont être à la hauteur? Est-ce que tout ce que vous racontez là, elles sont bien? Et alors, voilà, moi je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi penser, je me dis, on tient rien de l'histoire, autrement. Et Poutine, qu'est-ce qu'il va gagner à prendre un territoire qu'il est en train de casser de l'Est à Tamanrasset, mais de l'Est à l'Ouest. Vous voyez, je suis bouleversée, ce truc-là me bouleverse. Parce que mon père disait toujours, c'est les Russes qui l'ont libéré. Vous avez raison. Moi, quand j'ai écrit La fabrication de l'ennemi, je me posais une question, c'est, encore une fois, dans une démocratie, comment est-ce qu'on arrive à la guerre?
savez, les stratèges, ils estiment que les démocraties sont plus pacifistes et que les dictatures sont bellicistes. Bon. Quand on pense que la Grande-Bretagne et la France, les deux grandes démocraties du 19e et du 20e siècle, étaient les deux grandes puissances coloniales de la planète, en général, on est un peu plus prudent, si vous voulez, sur ce genre d'affirmation. Et par contre, la dictature de Saint-Lazare, elle n'a jamais été belliciste. Donc, si vous voulez, ces postulats, considérant qu'il y a des gentils et des méchants, sont des postulats qui sont faux. Bon. Ce que vous dites sur le cas des Russes, c'est extrêmement intéressant parce que je cherchais justement un truc que je vais vous retrouver. Voilà, je vais vous faire passer. Ça, c'est un sondage qui a été fait par l'IFOP en 1945, en 1994, en 2004 et 2015. Alors, l'intérêt, c'est que c'est la même question qui est posée à 30 ans de distance. Ah ben voilà, on peut le mettre là, oui, d'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que c'est la même question qui est posée. En 1945, on dit qui, selon vous, a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie. Vous voyez, en 1945, c'est 57% la Russie. Et les Américains, 20% et la Grande-Bretagne, 12%. Et regardez l'inversion au fur et à mesure de la guerre froide, en particulier grâce à Hollywood, c'est-à-dire que quand vous vous mettez en 2015, vous apercevez, quand vous posez la même question, vous apercevez que les Français pensent que c'est 54% les Américains qui ont contribué à la défaite de l'Allemagne, et puis par contre 23% pour la Russie et 18% pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire comment une opinion se transforme, encore une fois, sans tenir compte d'une réalité historique qui était évidente quand même. C'est vrai que c'est les Russes qui arrivent à Berlin. D'autre part, il faut savoir que les Américains ont perdu autant d'hommes sur les deux théâtres d'opération que les Russes dans la seule bataille de Stalingrad. Bon, ça vous ramène un peu les proportions. Donc, si vous voulez, on peut construire un ennemi. Mais pour répondre à votre question, moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout l'exemple franco-allemand. On nous décrivait qu'on était des ennemis héréditaires. Ça veut dire qu'il fallait hériter de la guerre qu'avaient fait ses grands-parents et ses parents contre ces salauds d'Allemands. Et puis, vous avez deux hommes d'État qui sont Adenauer et De Gaulle qui disent c'est fini, on arrête le match. On arrête le match, on fait la réconciliation franco-allemande. Vous savez que De Gaulle avait tellement peur des manifestations que quand il invite Adenauer, il l'invite à colomber les deux églises pour pas discuter des traités de l'Élysée. Et c'est grâce à ça, ça veut dire qu'on peut déconstruire l'ennemi. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemples à la surface de la planète comme ça. Hein. Et c'est grâce à ça qu'on a construit l'Europe. Donc, quand vous avez des hommes d'État qui ont cette pointure, qui sont capables de dire « je sais ce que c'est que la guerre, je sais comment on peut s'en sortir, etc. » Adenauer avait combattu, comme Willy Brandt d'ailleurs, il avait combattu l'Allemagne nazie. Donc, on avait deux types qui avaient une texture politique formidable. Bon, aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont jamais fait le service militaire. Comment voulez-vous qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est décevant, hein? Oui, attendez. Oui, alors, moi j'ai une analyse qui est la mienne. Je dirais que la guerre froide n'est pas finie et que pour moi il y a trois interfaces sur la planète qui sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Et ces pays ont des intérêts différents, des situations différentes. Et si elles s'affrontent directement, c'est la guerre totale. Donc on s'aperçoit qu'elles s'affrontent sur des terrains, je veux dire, intermédiaires. Aujourd'hui, le terrain intermédiaire, c'est l'Europe. Et j'aimerais bien savoir la différence entre intégrer l'OTAN, intégrer le commandement armé de l'OTAN, intégrer l'Europe, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme défense par rapport à ça? Et quelle a été la première initiative pour faire rentrer, entre guillemets, l'Europe dans l'Ukraine dans l'Europe, comment on va intégrer ça? Bon, écoutez, d'abord, pour avoir longtemps travaillé dans les affaires stratégiques, je me suis rendu compte de, si vous voulez, la difficulté à faire de la prévision. Parce que quand on pense, si vous voulez, quand vous faites en matière de prévision, vous avez deux méthodes. Soit vous avez la méthode tendancielle, c'est-à-dire vous prenez des tendances, vous les prolongez, vous dites donc en 2078, l'Afghanistan, c'est une grande puissance nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous avez une stratégie de rupture, c'est-à-dire vous estimez, vous faites varier des variables en vous disant, mais si jamais il se passe ça, qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est les deux grosses méthodes, si vous voulez, pour faire de la prévision. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, la Chine, moi, j'y ai passé mon stage de l'ENA, j'y ai vécu 1 an. Si je vous ai passé ce slide, c'est parce que le péril jaune, c'est une thématique qu'on a depuis le 19e siècle. Ça se fait de manière très simple, c'est que les Allemands ayant eu du retard à l'allumage au moment de la colonisation, Guillaume II dit, bah, écoutez, nous aussi on a droit à des colonies, mais enfin vous avez tout pris, donc il nous reste quelques territoires en Afrique, la Namibie, le machin, mais par contre la Chine, ça c'est un morceau où il nous faut quelque chose. Donc c'est la politique des concessions, vous savez, vous avez regardé les 55 jours de Pékin, et ben chacun des États, si vous voulez, s'est détaillé un morceau de la Chine. Comment ils justifient ça?
Ben, il dit, écoutez, les Chinois, ils sont 400 millions, vous vous rendez compte, ils vont finir par déborder, ils vont venir nous envahir. Ils n'étaient que 400 millions à l'époque. Déjà, on jouait de l'argument démographique pour expliquer qu'ils étaient structurellement menaçants. Quand vous regardez depuis 1949, la Chine a fait 2 guerres. L'Inde en a fait 6. Et pourtant, c'est la Chine, c'est l'Inde qui est le pays de la non-violence. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on construit une image sur un pays. Dans l'histoire Russie, Ukraine, Amérique, les Chinois, ils ont dit, on va voir, on va s'occuper de nos intérêts. Si ça perturbe les flux économiques, on essaiera de voir qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils n'ont jamais dit qu'ils prenaient position pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire, on n'arrive pas à penser que la Chine puisse avoir sa propre stratégie. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a été tellement habitué à considérer que tout le monde devait se positionner par rapport à ce que nous, occidentaux, pensions. On utilise le terme de communauté internationale quand on parle de nous. Mais quand vous pensez que quand il y a eu le vote à l'ONU, vous avez 150 pays qui ont voté contre pour condamner la Russie, mais vous en avez 50 qui manquent dans les sanctions. 50 pays qui disent oui, peut-être, enfin, mais ça c'est votre guerre, nous on n'a pas de raison de subir les effets économiques. Même le Mali, qui est l'État le plus aidé par la France en Afrique, qui a accueilli Wagner pour chasser les soldats français, ils n'ont pas voté les sanctions. Donc, on est face à, pour la première fois face à quelque chose où le champ stratégique se réduit sur nous et on continue à penser que nous sommes la communauté internationale. Donc, il va falloir reprendre les échelles de mesure en se disant, oui, mais cette crise, c'est la nôtre. Il faut qu'on la résolve comme là. Et donc, si je vous ai mis ça, parce que le Péril jaune, c'est tellement rigolo, vous avez lu comme moi Le secret d'Espadon, vous avez Bouloum Boudour, là, en plus, c'est le Tibet, c'est même pas la Chine. Vous vous rendez compte, c'est le Tibet qui envahit la planète. En bas, vous avez les Anglais qui montent, qui disent on a mené 1-0, je ne sais plus. Enfin, c'est absolument. Et là, c'est Trump. Dans le genre menace sur la planète, il faisait fort, Trump. Lui, il avait réussi pendant 4 ans à diaboliser l'Iran, la Chine, la Russie. Il y en a encore un quatrième que j'ai oublié. Pardon? Oui, la Corée du Nord, oui. Donc, vous vous rendez compte que c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'on fonctionne sur des images qui sont des images d'ennemis construits. Quand Macron dit il n'y a pas de génocide en Ukraine, ça choque tout le monde. Mais un génocide, c'est une définition précise. C'est la volonté d'exterminer une population dans sa totalité. Encore une fois, si BHL en a détecté 4 et qu'il n'a pas retenu l'Ukraine, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que le pavillon des poids et mesures de Sèvres retient la définition de BHL. Non, je plaisante malheureusement, mais c'est des massacres, ce n'est pas des génocides. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que justement, dans ce processus de ce complexe militaro-industriel, si vous voulez interpeller le politique, il faut que vous reveniez en promettant soit des crimes de guerre, soit des massacres de masse, soit des génocides. Vous ne pouvez pas dire c'est un petit accrochage, il y a eu 10 000 morts comme à la frontière avec le Donetsk. Non, il faut arriver avec... Alors, il vous faut la méthode, je vais juste revenir 1 minute pour vous expliquer comment ça marche. Essayez de revenir à... Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut pour vendre une crise? C'est quand même important, ça, il faut comprendre. Il y a 400 crises à la surface de la planète, vous ne pouvez pas les vendre les 400. Donc, première chose, des images. Si vous n'avez pas d'image, il n'y a pas de crise. C'est essentiel. Deuxième chose, il vous faut un chef charismatique. Donc, le Dalai Lama, c'est pas mal, parce que si vous voulez que ça robe sa France, son crâne rasé, etc. Le fait que ce soit une ancienne théocratie où les mecs devaient faire le pèlerinage à genoux jusqu'au Potala, le fait que dans le Potala, il y avait des chiottes où la merde devait se disperser dans l'air pour pas qu'on pense à les récupérer, le fait qu'il y avait des bonzes, qu'il y avait des esclaves, c'est pas grave. Le Dalai Lama, c'était, vous voyez, c'est un royaume de paix, etc. Donc, il vous faut un chef charismatique. Alors, si vous n'en avez pas, pour en créer un, BHL avait créé Massoud. Alors, Massoud, il avait un avantage, c'est qu'il a une belle gueule, il a une gueule de chef de guerre, c'est un Tadjik, donc c'était pas un Pashtun, donc il a été ancien élève du lycée français de Kaboul, donc le mec ne pouvait être qu'un démocrate. Bon, le fait qu'il fasse violer et tuer comme les autres, c'est pas grave. Enfin, il était validé par BHL. Ensuite, vous avez un uniforme reconnaissable. Bon, ben, c'est le kéfier pour les Palestiniens. Vous avez vu, il y a eu une mode du kéfier à un moment. Bon, il vous faut des bons et des méchants quand même. C'est-à-dire que là, il faut quand même qu'on sache qu'il y a des gentils et des méchants. Et les gentils, c'est le label que va donner le complexe militaro-intellectuel. Et puis, il faut des relais d'opinion, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, vous avez vu le nombre d'artistes qui se préoccupent des crises de la planète aujourd'hui. Faites circuler des pétitions, vous avez une tapée d'artistes qui vont signer, qui vont faire des concerts, etc. La connaissance de la crise importe peu. C'est l'écho médiatique de ce qu'ils vont faire. Il y a de l'importance. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas de concert pour le Yémen. Non, le Yémen, non, c'est pas. Et puis, il faut un tempo. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que l'articulation, la présentation de la crise avec les images, avec la campagne médiatique, si vous voulez, soit articulée sur quelque chose qui fasse, si vous voulez, monter progressivement
la pression. Alors, qu'est-ce que j'avais mis là? Oui, ben là, vous avez BHL avec Massoud. Greta Thunberg, très bien aussi, c'est très bon ça. Si vous arrivez à l'avoir dans une pétition, c'est très bon. Peu importe le sujet, ça n'a aucune importance. J'en avais vu d'autres comme ça, je ne les ai pas en tête si vous voulez, mais vous voyez, encore une fois, ce n'est pas la crise qui a de l'importance, c'est la présentation médiatique ici, dans les pays occidentaux, de ce que va être la crise avec ses bons, ses méchants, ses caractères identifiables, etc. etc. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Oui. Oui. J'aurais une question. J'ai lu avec beaucoup d'attention l'un de tes livres, La fabrication de l'ennemi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et justement, aujourd'hui, et depuis quelques années, et sur les graphes que tu as montré tout à l'heure, on sentait que les opinions commençaient à s'accumuler du fait que la Russie pouvait devenir fréquentable. Il y avait un frémissement quand même. Comment se fait-il que tout d'un coup, tout se trouve renversé et qu'on a l'impression qu'on est revenu au temps de la guerre froide? Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que cette nouvelle situation n'est pas n'a pas été, ce monsieur l'a abordé, n'a pas été voulu, n'a pas été préparé. Joe Biden est en difficulté aux États-Unis actuellement. Est-ce qu'il ne s'est pas fait une santé après sa débandade de l'Afghanistan avec cette affaire? Il y a tout un imbroglio médiatique, en particulier en Europe, qui fait que nous avons un tropisme terrible actuellement, c'est-à-dire on nous a fait venir pour essayer d'y voir un peu plus clair qu'est-ce qui se passe en réalité. Bon, au début de ton intervention, tu nous as bien dit qu'il n'y a pas un côté méchant et l'autre bon et gentil, mais au fur et à mesure du déroulement de cette soirée, j'ai l'impression que le clivage se retrouve formé. Que les méchants, c'est quand même Poutine. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur tout ça? Merci. Écoute, de toute façon, on est bien d'accord. La guerre a été déclenchée par Poutine en mentant, en promettant des négociations et en préparant un plan d'invasion qui était en fait une espèce de guerre éclair contre l'Ukraine. Donc sur le doute, sur la responsabilité, il n'y a aucun doute. Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est que pour avoir participé à des décès. Il y avait ce rouge qui était ajouté devant. C'est allusion à l'OTAN. Ben oui, bien sûr, mais c'est ce que je t'ai dit, j'ai dit à un moment, c'est-à-dire, si tu veux, on a laissé planer le doute, à la fois vis-à-vis de l'Ukraine et en même temps par rapport à Poutine, qui ne comprenait pas alors qu'il avait largement alerté à la Vercoude 2, en disant oui, nous gonfle, en gros, on se disait. Donc, effectivement, je ferai remarquer que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les Américains qui ont poussé à la. Par exemple, je crois que je ne sais plus en quelle année c'était, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça devait être à l'époque des années Yeltsin, est posée. Et ce sont les Français et les Allemands qui s'opposent à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, en disant faites attention, c'est un chiffon rouge pour la Russie. Et les Américains disent non, il faut en profiter. Donc que l'Europe ait réussi, si tu veux empêcher ce qui était peut-être qui aurait anticipé la guerre de 10 ans ou de 15 ans, prouve qu'on savait ce qu'il en coûtait. Mais tu sais, comment veux-tu expliquer aux États baltes qui ont été colonisés pendant 40 ans ou polonais aux Tchèques, etc., que leurs demandes à l'OTAN doivent être repoussées pour faire plaisir à la Russie? Donc cette dynamique, on en a été victime autant qu'on l'a voulu. Et donc maintenant, on est sur le point dur, sur l'Ukraine. Donc, moi, je n'ai pas voulu montrer que Poutine était un ange. Poutine, c'est un pur produit du KGB, c'est un type qui vise, si tu veux, la reconstitution de la Grande Russie. Et comme il a un argument qui est l'argument important consécutif à l'éclatement d'une fédération, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'URSS, on était citoyen soviétique et donc on pouvait vivre au Kazakhstan, en Ukraine, etc. Tout ça n'avait aucune importance. À partir du moment où éclate l'URSS, on se retrouve citoyen russe dans un pays autre.
Et donc, il a environ 30 à 40 millions de russophones qui sont dispersés entre les pays d'Asie centrale, entre la Moldavie, entre l'Ukraine, etc., etc. Si on n'arrive pas à construire une architecture de sécurité dans laquelle on dit oui, mais ces gens-là ont des droits, ils sont des héritiers d'une histoire dont ils ne sont pas les auteurs, ils en sont les victimes. Et donc, si on arrive à trouver des modalités de coexistence et non pas de sécession, c'est à nous de travailler là-dessus. En disant, ils ont une légitimité, ces gens. Ils ont évidemment le droit de demander que on ne, si tu veux, qu'on ne dise pas non, 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 mais de toute façon, vous êtes des représentants de l'ancienne puissance impériale. Voilà, donc, cela dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Plus facile à dire qu'à faire. Juste une remarque, je vous ai mis cette truc-là parce que parmi les acteurs importants du complexe militaro-intellectuel, vous avez donc tous ces penseurs des think tanks, et en particulier cette mouvance des néoconservateurs américains, qui ont inventé un concept absolument extraordinaire qui s'appelle la guerre préventive. C'est-à-dire on fait la guerre pour éviter la guerre. C'est quand même original comme idée. C'est comme ça qu'ils vont faire la guerre en Irak. Et donc ça, c'est le plan qu'avaient les néoconservateurs, comment établir la paix au Proche-Orient. C'est le traité de Versailles, c'est-à-dire ils reprennent leurs ciseaux, ils redécoupent, ils refont des pays, ils font un Kurdistan, l'Irak est éclaté en 3 morceaux, bon l'Iran ils n'osent pas trop y toucher, parce que c'est visiblement un os, hein. Mais tu vois l'Arabie Saoudite, ils découpent, ils mettent un chiitistan, ils vont découper le territoire des lieux saints, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font ce genre de scénario en laboratoire dans des think tanks. L'idée que des gens puissent ne pas être d'accord avec eux, est-ce véritablement important? Voilà. Donc, ça, j'ai pris l'exemple des stratèges parce que cette idée de la guerre préventive, c'est-à-dire faire la guerre pour ne pas faire la guerre, c'est quand même assez original. Il y a un article dans le Diplo de ce mois-ci, du mois d'avril, qui sont les copains de Moscou, parce qu'effectivement, il y a les radicaux américains, le côté russe. Poutine, il n'est pas tout seul. Non, bien sûr. Un certain nombre de penseurs. Et moi, je veux revenir sur une chose qui a été souvent citée par Serge Algny, le directeur du monde diplomatique, qui est le fait que depuis l'élection de Trump en particulier et la défaite d'Hillary Clinton, il y a eu une manipulation médiatique, et on retrouve le problème du complexe militaro-intellectuel, anti-russe de façon phénoménale. La première chose qui a été mise en avant, et ça a été dénoncé assez récemment, c'était l'affaire de la sextape de Trump. Alors, la sextape de Trump, c'était que Poutine faisait chanter Trump parce qu'il avait été filmé dans un hôtel de Moscou avec une prostituée, etc. Donc, ça a tourné dans les médias, ça a tourné dans les New York Times, dans tous les grands médias américains, et ça a tourné pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'auteur de cette affaire-là soit accusé de parjure et soit condamné. Et c'était un très proche d'Hillary Clinton, comme par hasard. Donc, c'est une affaire qui a. En Europe, en France, toujours, n'a pas eu d'écho. Aux États-Unis, un petit peu plus, quand même, puisque ça a été connu. Il y en a une autre affaire de ce type de fake news, puisqu'on parle beaucoup de ces phénomènes-là de manipulation. Ça a été l'affaire qui était pareil dans la presse américaine, dans le Washington Post, dans le New York Times, qui était le fait que les Russes payaient des primes aux talibans pour chaque soldat américain abattu. C'est une affaire qui a été même relayée par Biden avant son élection. Il a fait des déclarations dans ce sens sur des médias. C'est une chose qui est forte, elle aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet esprit anti-russe dans la prolongation de la guerre froide, d'une certaine manière, ça se cultive à travers justement ce complexe militaro-intellectuel dont parle Pierre ce soir. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter comme... Oui, ta remarque est d'autant plus justifiée que, si tu veux, en 91 ou 92, quand l'URSS disparaît, les soviétologues sont le haut du panier. Or, tout à coup, leur objet d'étude disparaît. Et tout de suite commencent les attentats. À partir de 2001, si tu veux, c'est l'islamisme violent qui devient le sujet d'intérêt, etc. Donc, tu remarques que depuis le début de la guerre en Ukraine, j'ai compté sur les plateaux télé, je crois qu'il y a à peu près 200 personnes qui se sont succédées. Je ne savais pas qu'on avait autant de spécialistes de l'Ukraine en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vois comment se fait le glissement? À propos d'une donnée particulière, tu vas avoir des invités
qui vont dire, ah bah oui, mais moi j'ai une cousine dont la femme est mariée avec le concierge de l'ambassadeur d'Ukraine. C'est-à-dire le degré de technicité, d'expertise des gens, parce qu'il faut abonder. Le grand changement qu'on subit aujourd'hui, c'est que les chaînes d'infos continues qui commencent avec CNN et la guerre du Golfe se sont ensuite considérablement diversifiées. Donc, on a aujourd'hui 5 chaînes à peu près d'infos en continu. Ces 5 chaînes d'infos en continu font 8 à 10 minutes d'information par heure, le reste étant des débats. Et donc, les débats, c'est 4 personnes à table, si tu veux, soit en une session, soit en 2 sessions, mais ça veut dire qu'il faut trouver continuellement des gens pour venir te parler de ce dont on va parler. Alors, tu l'as vu à l'époque du Covid, tu avais les médecins qui étaient pour, les médecins qui étaient contre, les médecins qui connaissaient, les médecins qui ne connaissaient pas, les virologues, les machins, etc. Donc, si tu l'analyses sur une question comme le Covid, tu te dis, tu vois comment la machine médiatique fonctionne. Et tu avais ceux qui disaient non, non, c'est pas grave, ceux qui disaient c'est dramatique, ceux qui disaient il faut vacciner, ceux qui disaient il faut pas vacciner, enfin bref. Donc, c'est une espèce d'alchimie que quand tu transposes sur une guerre, tu vas te dire, bah, effectivement, moi, des fois, ils m'appellent en disant, il y a eu un coup de feu qui a été tiré à Bobigny, qu'est-ce que vous pouvez venir nous en dire? Je leur dis, attendez, je ne sais même pas si c'est un mec qui a tué sa femme ou si c'est tiré une balle dans le pied. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Mais l'urgence était d'avoir quelqu'un qui venait commenter quelque chose. Ouais. Et donc, c'est un renversement complet de la mécanique de l'information par rapport à la presse écrite. Il n'y a plus d'enquête, pour conclusion. Il y a interprétation avant enquête. Et je l'ai constaté aussi sur les hommes politiques. Hein, c'est-à-dire, en pleine crise du Rwanda, on était en train de monter l'opération Turquoise. L'opération Turquoise, vous vous souvenez, c'est cette opération de l'armée française pour aller protéger des Tutsis au Rwanda. La France était la seule nation à avoir proposé d'envoyer des forces pour séparer ce qu'est un génocide, qui est un génocide à la machette. Génocide intra-africain. Les Africains n'ont pas beaucoup fait d'amende honorable, si vous voulez, sur les génocides internes africains. Deuxième chose, c'était des populations. On ne savait pas ce qu'étaient les Tutsis, on ne savait pas ce qu'étaient les Hutus. Il y avait des gens qui vous disaient les Tutsis, c'est les grands maigres et les Hutus, c'est les petits gros. Et on disait, c'est les Belges qui ont classé comme ça. Et on dit, mais attendez, je ne sais pas, avant que les Belges arrivent, il n'y avait pas d'histoire écrite. Comment vous savez que les Tutsis, ils étaient comme ça et que les Hutus, ils étaient comme ça? Bon, c'est pas grave, ça marchait comme ça. On fait une réunion pour monter l'opération Turquoise. Alors, il y avait le chef du cabinet militaire, il y avait des chefs. Le directeur de cabinet, le directeur des affaires stratégiques, moi-même, bref. Le chef du cabinet militaire dit on va prendre une plateforme aérienne à Goma, c'est-à-dire aux Zaïre, et on va se déployer dans le nord du Rwanda. Ce sera plus simple en matière de communication. Nous, c'est de la technique militaire, c'est pas nous que ça regarde. Il y avait un mec qui était dans la réunion, qui n'aurait jamais dû y être, et qui était le seul qui connaissait le Rwanda. Le seul. Il se trouvait que le cabinet l'avait imposé. Ce type est marié avec une Rwandaise, c'est Gérard Prunier. Il a dit, écoutez, moi, j'y connais rien en technique militaire, mais si vous vous mettez dans le Nord, comme vous l'imaginez, je tiens à vous dire qu'il n'y a plus de Tutsis, ils ont tous été massacrés, ils sont réfugiés dans les collines du Sud. Donc, si vous arrivez là pour dire que vous venez sauver des Tutsis, personne ne vous croira. Le silence qu'il y a eu à ce moment-là dans la réunion, vous pouvez l'imaginer, c'était à couper au couteau. C'est-à-dire que c'était des chefs qui décidaient sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas. Et au lieu d'écouter pour ensuite interpréter, c'était le contraire. Alors après, je dérive, si vous voulez, encore une fois, sur le rôle de la presse. Quand vous montez une opération militaire comme ça, notamment sur des situations aussi compliquées, il fallait absolument qu'il y ait un contact continu entre Paris et Kigali, entre Paris et Kagame, le patron du FPR des Tutsis. De façon à ce que quand les troupes françaises allaient entrer au contact pour protéger les Tutsis ne pensent pas qu'on venait faire la guerre pour soutenir nos anciens alliés. Ouais. Le Quai d'Orsay dit non, 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 ça c'est à nous de faire. Et ils envoient l'ambassadeur de France à Kigali, enfin qui entre-temps avait évidemment quitté Kigali, ce mec qui avait raconté que le génocide, c'était des rumeurs. Kagame le fait attendre 5 heures, il ne le reçoit pas. Alors on dit, écoutez, non, c'est pas sérieux, on ne peut pas rester comme ça, il faut absolument qu'il y ait un contact. Donc, on envoie le fameux Prunier avec Jean-Christophe Ruffin, ils rencontrent Kagame, ils lui parlent, ils disent, voilà comment ça va se passer, on va faire une ligne directe de façon à ce que dès qu'il y a un problème, on se téléphone et qu'on s'explique. Et donc, on monte la ligne comme ça, et donc le dispositif militaire, encore une fois, c'est le commandement des opérations spéciales qui passe devant, qui débroussaille, qui rentre au contact, etc., etc. Mais pour la presse, qui considérait que la France était mouillée dans le génocide jusqu'au cou, ce que je dément personnellement, encore une fois. Pour la presse, c'était évident que s'il y avait le commandement des opérations spéciales en avant-première, c'est qu'ils allaient faire quelque chose de louche. Ah oui, le fils Mitterrand et le fils Abiyarimana, ils ont des intérêts communs. Ils ont des plantations de hashish dans le sud et le commandement des opérations spéciales, ils sont partis pour aller arracher les plants de hashish. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quand vous avez une rumeur comme celle-là,
qui est appuyé sur des choses qui circulent, qui sont répercutées, etc., on avait beau leur dire que les mecs, ils avaient autre chose à faire que d'arracher les plants de hashish. Mais quelle portée ça pouvait avoir? Non, l'humeur, comment dire, la mythologie était construite. Bon, il faudra attendre 25 ans que les notes qu'on a faites soient déclassifiées. Est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions de plus, parce que vu que l'heure, on va arrêter, puis vous avez toujours la table de lecture avec quelques de lecture de livres de Oui, table de presse. de presse. Donc une question assez courte. Juste deux remarques. Je voudrais bien qu'on fasse attention aux mots. Quand on dit l'arme russe, ce n'est pas l'arme russe, c'est l'arme soviétique. Parce que dans l'URSS, c'était 15 républiques et les 15 républiques ont donné leurs hommes, en fait, disons que c'est morts dans la guerre. Mon grand-père aussi qui traîné, ils sont morts. Alors quand on dit l'armée russe est anti-russe, c'est faux, parce que c'est l'armée soviétique où il y avait les représentants de 15 républiques. Il faut respecter ces gens-là aussi qui étaient dans cette armée-là, déjà. Et après, ce qui est un peu triste, malheureusement, en vous écoutant, monsieur, j'ai l'impression que vous êtes pour la théorie que si une fille est violée, c'est sa faute, parce qu'elle porte une jupe courte. Si quoi, si? Si une fille est violée, c'est sa faute parce qu'elle porte une jupe courte. Mais qui c'est la fille qui a été violée? Je parle de l'Ukraine, je parle. Oui, non, mais justement, je ne connais pas l'épisode, donc je ne sais oui, pas. Oui, mais bon, je dis faire figurer. On a provoqué en disant qu'on a soi-disant provoqué la Russie. Je comprends ce que vous voulez dire. Bon, sur votre premier point, madame, je vous signale que pendant la guerre de 14, il y a eu environ 200 000 Africains qui sont venus se battre, on les appelait l'armée française. On aurait pu dire que c'était l'armée, machin. Non, mais attendez. J'ai peut-être utilisé l'armée russe à la place de l'armée soviétique, ça vous avez raison de me corriger. Mais encore une fois, on était dans des constructions coloniales. Donc, je vous dis. C'est quand même l'URSS, même sur votre papier, c'est écrit l'URSS. Mais madame, je vous donne raison. Je vous dis, j'ai utilisé à tort l'armée russe alors que c'était l'armée soviétique. Mais encore une fois, je vous cite un exemple qui est français, où effectivement, vous aviez des gens venus du Maghreb, venus d'Afrique, et on considérait que c'était des soldats français. C'est un abus de langage, on aurait dû dire. Les troupes coloniales. Voilà. Bon, pour le cas de la femme, malheureusement, il y a beaucoup plus d'exemples qui se passent dans les pays arabes que dans le Maghreb, que dans l'Ukraine, si vous voulez, où des femmes qui veulent leur liberté sont maltraitées. Donc, je ne m'attendrai pas là-dessus. Et l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce n'est même pas une question parce que l'Ukraine n'était jamais, elle voulait forcément, oui, demander l'entrée de l'OTAN parce qu'elle avait, je pense, toujours la menace de la Russie. La rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était peut-être possible dans 20 ans. Vous voulez dire que Poutine tellement avait peur de cette rentrée pour qu'il commence la guerre. Et tout ce qui se passe maintenant avec Finlande et Suède aussi, ils n'ont pas le droit de dire est-ce qu'ils veulent rentrer ou moins pas rentrer. L'Ukraine est un pays souverain. Il faut, je pense, respecter la décision du peuple ou du gouvernement de poser cette question est-ce qu'on rentre ou non et ne pas dire c'est pas aux autres pays de décider Poutine est-ce qu'il peut rentrer ou non et menacer après tous les autres. Vous avez complètement raison. L'Ukraine est un pays souverain qui a le droit de prendre prendre ses décisions. Il reste que l'OTAN l'accepte ou l'accepte pas. C'est quand même, il faut être deux, encore une fois, pour signer un contrat. Deuxième remarque, effectivement, l'OTAN, alors que rappelez-vous que De Gaulle refusait qu'il y ait une quelconque intervention otanienne dans ce qu'on appelait le hors-zone. Il disait l'OTAN, c'est fait pour défendre l'Europe. Or, on a utilisé l'OTAN pour aller en Libye, ce qui n'est pas, à mon avis, en Europe. Donc, on a perverti la mission de l'OTAN. Et donc, ceci pour vous dire qu'il n'y a pas des situations figées. La Géorgie avait demandé son intégration dans l'OTAN, on l'a refusé. Vous voyez, donc on est bien obligé de tenir compte du fait que c'est pas la peine d'accentuer, si vous voulez, la perception. Il faut négocier, il faut discuter, il faut expliquer, etc. Mais il ne faut pas prendre de fait unilatéral. Et donc, je suis désolé pour l'Ukraine, mais on allait trop laisser planer l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle a abouti au fait que, effectivement, Poutine a déclenché cette opération militaire. Alors, il y avait un type qui proposait de réécrire le titre de guerre épée. Il appelait ça opération militaire spéciale et puis trahison, quelque chose comme ça. C'était le nouveau titre de guerre épée, vous savez. Parce qu'à ne pas appeler ça une guerre, c'est quand même une magnifique opération de propagande. C'est comme quand on appelait en Algérie la pacification, vous savez, quand il y avait le. Pardon. La Finlande et la Suède. Oui, bien sûr. Alors, vous la faites rentrer parce que Poutine déjà a commencé à
à mettre son armée là-bas, vers les frontières. Ouais, simplement, la Finlande lui a laissé un mauvais souvenir. Hein. Rappelez-vous, en 37, 38, là, quand il pense qu'il va élargir la zone de défense de Saint-Pétersbourg. Donc, bref, peu importe. La Finlande, effectivement, y réfléchit. La Suède aussi y réfléchit. Mais encore une fois, on est dans une situation diplomatique extrêmement compliquée. Moi, je n'ai pas de solution. Je ne vais pas leur dire vous n'avez qu'à faire comme ci, vous n'avez qu'à faire comme ça. Aujourd'hui, on vous invite sur les plateaux télé, on vous pose toujours la même question. Qu'est-ce que va faire Poutine? Vous avez dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Personne n'en sait rien d'ailleurs, sauf lui, peut-être même que lui, il n'en sait rien. Mais vous voyez, cette idée qu'on est capable, dans la minute qui suit, de vous répondre à quelque chose qui est une évolution que vous avez décrite, c'est-à-dire que c'est 10 ans ou 15 ans d'incompréhension, et tout à coup, on vous dit, bon, écoutez, vous venez là ce soir à 8h15 parce que on va vous poser une question sur quelle va être la suite de la guerre et puis qu'est-ce que va faire Poutine. Si vous dites, j'en sais rien, je ne vous invite pas. On prend que les dernières questions qu'on arrête après. Alors, la Colombie est dans l'OTAN. Ah bon? Ah ben c'est bien pour le trafic de drogue, ça ira plus vite comme ça. Ça raccourcira les circuits. Je voulais juste préciser que lors de la guerre entre l'Union soviétique et la Finlande, la Finlande s'était bien battue, mais quand même simplement donné des coups à l'armée soviétique. Mais elle a quand même perdu une bonne partie de son territoire. Oui, c'est vrai, la Carélie, oui. A été bénéfice de la. Oui, c'est vrai. Et la Finlande a quand même perdu une partie de sa souveraineté parce qu'elle a été obligée d'adopter une espèce de neutralité sur la paix et la population. C'est vrai, vous avez raison. Là, bon, ils ont bien résisté parce qu'effectivement, je pense que Staline était comme Poutine, il pensait que ça allait vite emballer. La deuxième chose, c'est que ce qu'on a appelé le concept de finlandisation, on le prenait avec mépris ici en disant, mais oui, mais la finlandisation, en fait, c'est un espèce d'État satellite. Non, la Finlande était indépendante. Mais simplement, vous voyez comment les stratèges qualifient parfois en termes méprisants quelque chose qui est une réalité. Les Finlandais ont bien vécu. Ils ont même vécu beaucoup mieux que les Russes. Et donc, ils ont préféré la neutralité. Voilà.